17 octobre 1987. Wall Street s'effondre. En une seule journée, 22% de richesse s'évapore. Des milliers d'investisseurs voient leurs économies partir en fumée. Pourtant, dans le chaos absolu de cette catastrophe, un homme reste calme. Paul Tudor Jones vient de transformer $1 million en 100 millions en une seule journée. Comment est-ce possible? Comment certains transforment-ils les plus grandes catastrophes économiques de l'histoire en opportunités? Parce que derrière chaque krach financier se cachent des fortunes colossales. Des hommes et des femmes qui ont compris une règle fondamentale. Quand tout le monde panique et vend, les plus audacieux achètent. Quand le sang coule dans les rues, comme le disait le baron de Rothschild, c'est le moment d'investir. Amsterdam, 1636. Dans les tavernes de la ville, des marchands s'arrachent des bulbes de tulipes. Oui, vous avez bien entendu, des fleurs. Une seule tulipe rare peut s'échanger contre une maison au bord du canal. Jan van der Heyden observe cette folie avec fascination. Autour de lui, des hommes d'affaires parient leur fortune sur des contrats de tulipes qui n'ont même pas encore fleuri. C'est comme jouer à la roulette avec l'avenir, pense-t-il. Mais la roulette ne s'arrête jamais de tourner. Le mécanisme est simple, presque trop simple. Pierre achète un contrat à Jean pour 100 florins. Le lendemain, il le revend à Marie pour 200. Marie le revend à Thomas pour 400. Personne ne possède réellement les tulipes, juste des promesses sur du papier. C'est une pyramide invisible, construite sur du vent et des rêves de richesse. Février 1637, le réveil est brutal. Un jour, lors d'une vente aux enchères à Harlem, personne ne se présente pour acheter. Le silence remplace la frénésie. Et en quelques semaines, les prix s'effondrent de 95%. Les fortunes disparaissent comme de la fumée. Mais Yann, lui, a vendu toutes ses tulipes 3 semaines plus tôt. Il a senti le vent tourner quand ses voisins, des artisans sans éducation financière, se sont mis à acheter des tulipes à crédit. Quand tout le monde entre dans la danse, se disait-il, c'est le moment de sortir de la piste. Sa fortune, il l'a investie dans quelque chose de tangible. Des bâtiments, des terres, des bateaux. Pendant que ses concitoyens pleurent leur argent perdu, Yann devient l'un des hommes les plus riches d'Amsterdam. Mais la tulipomanie n'était qu'un avant-goût pour comprendre les mécanismes d'une crise. Un siècle plus tard, une escroquerie bien plus sophistiquée allait plonger l'Angleterre dans le chaos. Londres, 1720. La South Sea Company promet des merveilles. Des navires remplis d'or en provenance d'Amérique du Sud. Des dividendes extraordinaires. Même Isaac Newton, le génie de la physique, investit sa fortune dans l'entreprise. L'action grimpe de 128 livres en janvier à 1000 livres en août. C'est de la pure magie financière. Sauf qu'il n'y a pas de magie. Il n'y a que des mensonges soigneusement orchestrés et une comptabilité créative. Thomas Guy, lui, n'est pas dupe. Libraire devenu investisseur, il possède des actions de la South Sea Company depuis le début. Mais contrairement aux autres, il observe les fondamentaux. Combien de navires la compagnie possède-t-elle réellement? Quels sont les profits réels? Les chiffres ne correspondent pas à la valorisation boursière. C'est comme peser une plume et prétendre qu'elle pèse autant qu'un éléphant, pense-t-il. En juillet 1720, alors que la hype atteint son paroxysme, Thomas vend toutes ses actions, discrètement. Il empoche 250 000 livres, une fortune colossale pour l'époque. Septembre 1720, la bulle éclate. L'action s'effondre de 1000 livres à 100 livres en quelques semaines. Des milliers de familles sont ruinées. Isaac Newton lui-même perd 20 000 livres. Il dira plus tard « Je peux calculer le mouvement des étoiles, mais pas la folie des hommes ». Thomas Guy, avec ses profits, fonde le Guy's Hospital à Londres, qui existe encore aujourd'hui. La ruine des uns a construit un héritage qui sauve des vies depuis 3 siècles. Mais ces crises du passé semblent presque innocentes comparées aux cataclysmes qui allaient frapper le monde 2 siècles plus tard. New York, octobre 1929. Le jazz joue, le champagne coule. Wall Street est au sommet de sa gloire. Les actions montent toujours plus haut. Des femmes au foyer deviennent millionnaires en spéculant. Des cireurs de chaussures donnent des conseils boursiers. Joseph Kennedy observe cette euphorie avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Père de 9 enfants, dont un futur président des États-Unis, Kennedy a fait fortune dans diverses entreprises. Mais là, quelque chose ne va pas. Un matin, son cireur de chaussures lui donne un tuyau boursier. C'est le signal, réalise Kennedy. Quand même les cireurs de chaussures spéculent, le marché est devenu un casino où tout le monde croit gagner. Mais dans un casino, la maison gagne toujours. Kennedy commence à vendre, massivement. Il se débarrasse de ses actions, convertit tout en liquidité et en or. Ses associés le prennent pour un fou. Les marchés ne peuvent que monter, lui disent-ils. 24 octobre 1929, le jeudi noir. La panique s'empare de Wall Street. Les investisseurs se ruent pour vendre et les prix s'effondrent. En quelques jours, 30 milliards de dollars s'évaporent, l'équivalent de 450 milliards aujourd'hui. Mais Kennedy ne vend pas, Kennedy achète. Pendant que les autres pleurent, il acquiert des entreprises solides à des prix dérisoires. Des hôtels, des cinémas, de l'immobilier, tout est en solde.
La Grande Dépression suivra. 10 ans de misère, un quart de la population au chômage, des files d'attente devant les soupes populaires. Mais la fortune de Kennedy, elle, a quadruplé. Les décennies passent, le monde se relève. Mais la leçon n'a pas été retenue. Le 19 octobre 1987, l'histoire va se répéter de manière spectaculaire. 19 octobre 1987 à 9h30, la cloche de Wall Street résonne. En quelques minutes, c'est l'apocalypse. Les ordinateurs, ces nouvelles machines censées rendre les marchés plus efficaces, deviennent des machines à vendre. Les programmes automatiques déclenchent des ventes massives. Personne ne peut arrêter l'hémorragie. À la fin de la journée, le Dow Jones a perdu 22,6% en une seule journée. C'est pire qu'en 1929. Des traders pleurent à leur bureau. Des gestionnaires de fonds contemplent leurs écrans paralysés par le choc. Mais dans un bureau du Connecticut, Paul Tudor Jones sourit. Depuis des semaines, il a prévu ce crack. Il a étudié les patterns, les cycles et l'histoire des marchés. Il a vu les signes. Valorisation excessive, euphorie généralisée et excès de levier financier. Il a parié contre le marché. Quand les autres possèdent des actions en espérant qu'elles montent, lui a vendu des actions qu'il ne possède pas, pariant qu'elles vont chuter. Ce lundi noir, pendant que 500 milliards de dollars disparaissaient, Paul Tudor Jones a gagné 100 millions. Un retour de 10 000% sur son investissement initial en une seule journée. Sa stratégie? Observer les extrêmes. Quand tout le monde est optimiste, devenir pessimiste. Quand tout le monde panique, devenir optimiste. C'est comme nager contre le courant, disait-il à ses associés. Difficile, mais c'est là que se trouvent les poissons les plus gros. Les semaines suivantes, il inverse ses positions. Il achète pendant que d'autres vendent, encore paralysés par la peur. Et le marché rebondit. Sa fortune continue de croître. Les années 90 arrivent. Une nouvelle ère commence, l'ère d'Internet. Une ère où l'impossible semble possible et où une nouvelle génération va encore une fois commettre les mêmes erreurs. San Francisco, 1999. Chaque café de la ville résonne de conversations sur la nouvelle économie. Les règles anciennes ne s'appliquent plus, disent les gourous. Les profits, c'est dépassé. Ce qui compte, ce sont les eyeballs, les visiteurs sur les sites web. Des entreprises sans revenus valent des milliards. L'absurdité financière atteint des sommets jamais vus. Michael Burry, un jeune médecin devenu investisseur, lit les bilans financiers avec l'attention d'un chirurgien examinant une radiographie. Ce qu'il voit le terrifie. Des entreprises qui brûlent des millions chaque trimestre. Des valorisations basées sur des rêves. Il lance son propre hedge fund et prend des positions short sur les entreprises les plus surévaluées. Ses investisseurs le questionnent. Pourquoi parier contre le progrès ? Pourquoi douter de l'avenir? Mars 2020, le Nasdaq atteint 5048 points, puis commence à trembler, comme une montagne avant l'avalanche. En quelques semaines, des milliers de milliards d'euros s'évaporent. Des entreprises disparaissent du jour au lendemain. Le Nasdaq perdra 78% de sa valeur. Des fortunes construites en quelques mois disparaissent en quelques jours. Des jeunes millionnaires retournent vivre chez leurs parents. Mais Michael Burry, lui, a multiplié son capital par 3. Il a compris un principe. Une entreprise vaut ce qu'elle peut générer comme profit, pas ce que les gens rêvent qu'elle génère. La différence entre ces deux chiffres, c'est l'écart entre la réalité et l'illusion. Mais Burry n'a pas fini. Il observe déjà les signes d'une nouvelle catastrophe. Une catastrophe encore plus grande. Une qui va presque détruire le système financier mondial. 2005. L'Amérique est amoureuse de l'immobilier. Les prix des maisons montent sans arrêt. Les banques prêtent à tout le monde. Pas de revenus? Pas de problème. Pas d'apport? Pas de problème. Les maisons ne peuvent que prendre de la valeur, n'est-ce pas? Michael Burry, celui qui a prédit la bulle Internet, plonge dans les données. Il examine des milliers de prêts immobiliers. Et ce qu'il découvre lui glace le sang. Des gens avec des revenus de 30 000 $ obtiennent des prêts de 500 000 $. Des taux d'intérêt qui vont exploser après 2 ans. C'est une bombe à retardement, pense-t-il. Les banques ont transformé ces prêts en produits financiers complexes. Les CDO, des obligations adossées à des créances. Les agences de notation donnent la note maximale, AAA, à ces produits, mais personne ne regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Burry trouve une solution, les CDS, des assurances contre la faillite de ces produits. C'est comme parier qu'une maison va brûler, et si elle brûle, vous gagnez une fortune. Il investit tout ce qu'il peut dans ces CDS, et ses investisseurs sont furieux. Pendant 2 ans, ils perdent de l'argent pendant que le marché monte. Ils veulent le virer, mais Burry tient bon, les mathématiques sont de son côté. 2007, les premières fissures apparaissent. Les taux d'intérêt augmentent, les gens ne peuvent plus payer leurs prêts, les saisies commencent. 2008, c'est l'effondrement. Lehman Brothers, une banque vieille de 158 ans, fait faillite. Bear Stearns disparaît. AIG est sauvé in extremis.
le système financier mondial est au bord du gouffre. Michael Burry et quelques autres qui ont parié contre le système gagnent des fortunes. Burry empoche 700 millions de dollars pour ses investisseurs. D'autres, comme John Paulson, gagnent 15 milliards. Pendant ce temps, des millions de familles perdent leur maison. Des économies de toute une vie disparaissent. La richesse ne s'évapore pas vraiment. Elle change simplement de main, des mains des nombreux vers les mains des quelques-uns qui ont vu venir la tempête. Le monde se relève lentement de 2000. Des régulations sont mises en place. Les banques promettent d'être plus prudentes. Mais en 2020, une nouvelle crise surgit. Pas à cause de la cupidité cette fois, mais à cause d'un virus. Mars 2020, un virus mystérieux se propage de la Chine au monde entier. Les gouvernements paniquent, les frontières se ferment et les économies s'arrêtent. Wall Street s'effondre. Le 16 mars, le Dow Jones perd 3000 points. En 4 semaines, 30% de la valeur boursière mondiale disparaît. C'est la chute la plus rapide de l'histoire. Dans son appartement de Manhattan, un trader nommé Bill Ackman regarde les écrans. Il a parié 27 millions de dollars sur un effondrement du marché via des produits dérivés complexes. C'est une assurance contre la catastrophe. Le 18 mars, il annonce à la télévision que l'enfer arrive. Son message terrifie les marchés. Mais le lendemain, il liquide toutes ses positions baissières. Il a gagné 2,6 milliards de dollars. Un retour de presque 100 fois sa mise en quelques semaines. Puis il fait quelque chose d'inattendu. Il réinvestit tout dans les actions. Des compagnies aériennes, des hôtels, des restaurants, tout ce que le virus a détruit. Pourquoi ? Parce qu'il voit ce que les autres, aveuglés par la peur, ne voient pas. Les gouvernements vont inonder l'économie d'argent. La Fed va imprimer des milliards et les actions vont remonter vite, très vite. Il a raison. En quelques mois, les marchés atteignent de nouveaux records. Ceux qui ont vendu au creux de la vague ont perdu, mais ceux qui ont acheté pendant la panique ont gagné des fortunes. Une infirmière de Seattle raconte qu'elle a investi toutes ses économies, 50 000 dollars, en mars 2020 dans des actions tech sur le Nasdaq. Ses amis la prenaient pour une folle. Un an plus tard, son portefeuille valait 120 000 dollars. Acheter quand le sang coule reste la stratégie la plus efficace. La leçon de 2020 est évidente. Même une pandémie mondiale ne peut pas arrêter ceux qui comprennent les cycles. Le cycle éternel, 7 crises, 7 opportunités. Des tulipes au virus, l'histoire se répète avec une régularité méthodique. Les décors changent, les technologies évoluent, mais la psychologie humaine, elle, reste la même. La peur et la cupidité dansent leur valse éternelle. Quand la cupidité domine, les bulles se forment. Quand la peur prend le dessus, les marchés s'effondrent. Et dans cet espace entre la peur et la cupidité, les fortunes se construisent. Ceux qui ont profité de ces crises n'étaient pas nécessairement les plus intelligents. Ils n'avaient pas de boule de cristal, mais ils avaient 3 qualités essentielles. Premièrement, la discipline. Vendre quand tout le monde achète demande une volonté folle. Acheter quand tout le monde vend demande du courage. Deuxièmement, la patience. Les opportunités ne viennent pas tous les jours. Parfois, il faut attendre des années. Avoir des liquidités disponibles quand la crise frappe, toute la différence. Troisièmement, la connaissance. Comprendre l'histoire, étudier les cycles, analyser les données. L'ignorance coûte cher en finance. La prochaine crise viendra. C'est une certitude mathématique. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans, mais elle viendra. La question n'est pas de savoir si, mais quand. Et quand elle arrivera, 2 types de personnes existeront. Ceux qui paniquent et perdent tout, et ceux qui restent calmes et saisissent l'opportunité. La vraie question est, de quel côté serez-vous ?